décryptage par Jamaldine Benchenouf. Bonsoir. Encore une intrusion brutale, abusive et profondément injuste du pouvoir algérien dans le monde du journalisme. Encore une fois, ce système, ce régime démontre lui-même qu'il ne peut pas s'amender, qu'il ne peut pas changer sa nature profonde, qu'il restera jusqu'à ce qu'il soit balayé, un système répressif par nature profonde. La présentation devant le procureur de Saad Bouaqba, le vétéran des journalistes algériens, un éditorialiste qui a déjà subi les violations de la justice algérienne sur ses droits, vient encore une fois de défrayer la chronique. Saad Bouaqba avait déjà durement éprouvé les méthodes brutales de cette justice aux ordres et les geôles de son régime, malgré son âge et son état de santé. Après une interview qu'il avait donnée sur certains événements politiques qui avaient émaillé l'histoire de la révolution algérienne et de l'après-indépendance, que le pouvoir tente jusqu'à aujourd'hui d'occulter et d'altérer, une plainte avait été portée contre lui par la fille du premier président algérien. Jusque-là, rien de plus anodin. Saad Bouaqba avait le droit de donner des informations sur l'histoire de son pays et la fille du défunt président était en droit, elle aussi, de lester en justice pour diffamation devant la justice. Il aurait donc dû être, Saad Bouaqba, convoqué et comparaître libre pour s'expliquer et aurait pu être dans l'extrême scénario d'une diffamation outrancière, il aurait pu être condamné à une peine de prison ferme. C'est comme ça en Algérie, c'est ainsi malheureusement où il y a de la prison ferme pour des cas de diffamation, sauf lorsque ce sont les barons du régime qui diffament et calomnient les gens et les salissent dans leur honneur, dans leur réputation, comme ce fut le cas du président Tebboune, qui a impunément porté de graves atteintes à l'honneur de citoyens justiciables dont le procès était pourtant en instruction et qui était donc présumé innocent. Et ainsi, plutôt que d'être convoqué le plus normalement du monde, il a commencé d'abord par être interpellé par la gendarmerie, qui se sont présentés à son domicile et l'ont conduit manu militari devant le procureur. Et donc, il a été donc relâché et devait donc connaître la décision le concernant aujourd'hui. Or, nous venons d'apprendre là, en ce moment, qu'un mandat d'arrêt lui a été signifié et qu'il a été jeté en prison. À 77 ans, avec un état de santé très fragile. Il a passé plusieurs mois quasiment entre l'hôpital et son lit chez lui. C'est comme ça que ça se passe chez ces gens-là. Excusez-moi, je ne trouve pas mes mots. Je suis tellement choqué. Saad Bouaqba, que je connais très bien, qui est une véritable bibliothèque de ce qui s'est passé, tout particulièrement à l'indépendance et tout le temps qu'aura duré ce régime jusqu'à aujourd'hui, et qui donc aura subi tous les affres de ce régime. Je ne vais pas en dire plus. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Assia Gueshoud, activiste politique qui sera avec nous depuis l'Alsace, depuis Strasbourg,
et Maître Issa Rahmoun, avocat, militant des droits de l'homme, secrétaire général de la Fédération internationale des droits humains. Et donc, nous allons commencer par Assia Gishoud. Assia, merci d'être avec nous. Bonsoir à vos téléspectateurs, merci de me recevoir. Je suis heureuse de retrouver votre antenne et de vous retrouver vous avec nous. Dans ce climat extrêmement tendu, c'est clair. En préparant cette émission, j'ai pas eu le temps de m'informer de l'actualité et je viens d'apprendre justement par vous que Saad Bouarba a été jeté en prison. C'est extrêmement choquant, vraiment. Ce que je voulais dire sur cette histoire, je ne sais pas si vous voulez que je commence dès maintenant à vous donner mon point de vue. Oui, oui, bien sûr, bien Oui, sûr. d'accord. Déjà, permettez-moi de préciser une chose importante, c'est que je ne suis pas là pour juger le fond de la plainte déposée contre le journaliste Saad Bouarba. Je ne connais pas exactement ses propos ni les faits qu'on lui reproche. Et dans tous les États de droit, chacun a le droit de déposer plainte et chacun a le droit de se défendre devant un juge. Ça, c'est clair. Mon propos porte sur la manière de cette procédure, sur la façon dont les autorités traitent systématiquement les journalistes, les militants et les voix critiques. C'est vraiment ça que j'ai envie de pointer du doigt. Ce qui choque dans cette affaire, mis à part le fait que là, Saad Bouarba ait été arrêté et jeté en prison, ce n'est pas la plainte. Ce qui choque, c'est la mise en scène policière qui l'accompagne. Ce qui choque, c'est la manière dont les autorités traitent systématiquement les militants, les journalistes, les voix critiques. Au lieu d'envoyer une simple convocation, ça aurait été quand même beaucoup plus simple, comme le prévoit la loi d'ailleurs, comme ça se fait pour n'importe quel citoyen, on envoie des unités de gendarmerie ou des groupes d'intervention pour arrêter un homme chez lui en fin de journée, parfois devant sa famille, parfois avec des voisins qui regardent, bien entendu, parfois dans une atmosphère volontairement humiliante. Ce mode opératoire est devenu une signature. Il ne relève pas de la justice, mais de la stratégie politique. Ces descentes musclées donnent l'image d'un danger, d'une menace, alors que dans la grande majorité des cas, les personnes arrêtées n'ont ni agressé une personne ou commis des actes violents ou commis un crime, ni pris la fuite. Saad Bouarba, je suis persuadée que s'il avait été convoqué, il se serait rendu volontairement à cette convocation. D'ailleurs, je ne sais pas si dans le passé, il avait déjà été convoqué, il ne s'est pas rendu. Il a passé 6 mois de prison. Il a été condamné à 1 année de prison ferme. Il en a fait 6 mois. 1 année de prison, dont 6 mois ferme, qu'il a complètement purgé, totalement purgé. Oui, voilà. En fait, il a déjà répondu à des convocations, il ne s'est jamais enfui. Et je suppose que même son passeport doit être confisqué comme la plupart des militants. Donc, il n'est pas s'enfuir. Oui, oui. D'ailleurs, Aïssa Rahmoun va probablement nous le dire, mais il présentait toutes les garanties de présentation, comme on dit. Ça veut dire qu'il n'avait pas son passeport, il était disponible, il ne pouvait pas s'en aller et il n'allait pas fuir son pays pour une affaire qui aurait dû se terminer normalement de façon anodine. Mais Assia, restez avec nous, je reviens à vous dans un moment. Maître Aïssa Rahmoun, merci d'être avec nous. Merci, Jamal, pour le... Aïssa Rahmoun? Oui, Allô? On ne vous entend pas, le micro est coupé probablement. Non, moi je vous... Ça y est, c'est bon? Oui, en principe c'est bon. On ne vous entend pas. Je reviens à vous, je vous laisse entre les mains de la régie, je reviens à vous dans un moment. Je retrouve Assia Gishoud. Assia, vous êtes avec nous? Oui, moi je suis là, oui. Bon, j'entendais Issa Rahmoun, je pense que ça vient de ses écouteurs. Je devrais peut-être les enlever, si je peux me permettre. Oui, Assia. Oui. Assia, pardonnez-moi. Très bien. Assia, c'est l'affaire de Saad Bouarba.
Nul doute qu'elle va faire beaucoup de bruit, sauf que lui, malheureusement, n'a pas la chance d'être franco-algérien, ni américano-algérien, et donc il ne peut compter que sur ses seuls compatriotes qui, malheureusement, sont étouffés, qui n'ont pas le droit de s'exprimer, et que ceux qui sont à l'extérieur, comme vous et moi, Aïssa Rahmoun et les autres militants, sont qualifiés de harki, d'agents de l'étranger, de vouloir saper la sécurité et la quiétude dans le pays. Mais qu'est-ce que vous pensez de ce régime qui n'en finit pas de dépasser toutes les lignes rouges, toutes les réserves, Moi, ce que j'en pense déjà, pour revenir à ce cas précis, parce que là, vous étiez en train de parler des militants d'une manière générale, et le cas de Saad Bouarba n'est pas isolé. Nous avons vu la même chose avec des écrivains, des youtubeurs, des journalistes, des membres du Hirak et même des simples internautes, hein. Donc la convocation, ça devient une exception et l'arrestation spectaculaire devient la règle. Ce n'est plus du droit, c'est de l'intimidation. C'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est une manière de dire, vous n'êtes pas des citoyens, vous êtes des suspects. Voilà aujourd'hui ce régime algérien, comment il instrumentalise la justice et qui est en train de créer deux catégories de citoyens, ceux qu'on convoque et ceux qu'on arrête comme s'ils étaient dangereux simplement parce qu'ils dérangent. Donc c'est ça qui est vraiment extrêmement grave. Il y a des dérives qui s'installent dans la normalité et il y a une banalisation de l'idée qu'un citoyen peut être enlevé de chez lui sans même avoir été informé, sans qu'il puisse faire appel à un avocat, sans qu'on puisse savoir où on l'emmène. Des perquisitions sont effectuée d'une manière systématique. Donc, une plainte se transforme en opération commando. Là, dans le cas de Saad Bouarba, c'est ce qui s'est passé. On criminalise la parole avant même d'examiner les faits. Et je voudrais insister sur un point fondamental, c'est que la justice doit être indépendante, mais elle doit aussi être démilitarisée dans sa façon d'agir. C'est loin d'être le cas quand on connaît la justice et son mode de fonctionnement. Restez avec nous, Assia. Aïssa Rahmoun, j'espère que le petit problème technique a été réglé. Est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis là. J'espère que vous m'entendez. Oui. Bonsoir. On ne vous entend pas. Hein, on vous entend pas. Enlevez les écouteurs, Aïssa Rahmoun, peut-être que c'est ça, paraît-il. Bonsoir. Bonsoir, mais on ne vous entend pas, c'est vraiment un gros problème là. Je vous laisse entre les mains de la régie et je reviens. J'espère que vous serez avec nous en visio de préférence, sinon on devra aller vers le téléphone et c'est dommage. Hein. Alors, encore une fois, Assia Guichaud, je vous laisse poursuivre ce que vous nous disiez. Moi, je voulais aussi parler d'un contraste qui est évident et que moi je trouve insupportable parce qu'au même moment, on a vu un autre cas, celui de Boualem Sansal. J'aimerais quand même profiter de l'occasion pour en parler, non pas pour rentrer dans le sujet ou dans le détail, peu importe ce qu'on pense de ses positions, peu importe son âge ou sa notoriété, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est le traitement radicalement différent qu'il a reçu en détention. Un traitement qu'aucun militant du Hirak n'a jamais connu. Et je suis persuadée que Saad Bouarba n'aura pas ce traitement non plus en prison. Il faut savoir que Boualem Sansal a été soigné du cancer alors qu'il était en prison, sachant que, moi je connais des détenus d'opinion, notamment Ben Hlima, dans la prison militaire, il a eu la gale et il n'a pas pu se soigner. Il est devenu pratiquement fou parce qu'il a eu la gale pendant un certain temps et il n'a pas pu être soigné. On lui a pas donné la possibilité de se soigner. Donc c'est extrêmement grave. Et Boualem Sansal n'a pas été traité comme les autres. Ses propres déclarations lors de sa libération sont très claires. Et c'est ces deux poids, deux mesures qui relèvent de la nature même
profonde de ce système. Une justice qui n'est pas guidée par la loi, mais par le calcul. Il y Une a de quoi justice qui attraper n'est pas... la gale. Sanson nous avait dit lui-même que lui avait droit à une douche par jour, à l'aise, le temps qu'il lui faut, alors que les autres détenus, ils avaient droit à 5 minutes montre en main. Il y a de quoi attraper la gale. Tous les 10 jours. Tous les 10 jours. Bon, lui, il a dit une fois par mois, ce qui est... Encore pire, voilà. Oui, qui est fort probable, mais si Bolam Sansal a pu recevoir un traitement humain, alors tous les détenus doivent le recevoir. Si un homme malade a eu le droit à une douche par jour, alors tous les prisonniers algériens doivent y avoir droit. Si la dignité est possible pour un écrivain connu, elle doit être possible pour un militant inconnu. Ce n'est pas un détail, ce n'est pas une anecdote. C'est la preuve que la justice n'est pas la même pour tous. Et elle n'est pas la même pour Saad Bouakba, n'est pas la même pour Ben Halima, pour Mohamed Abdallah, pour Brahim Lalami, que pour un Sansal. Et c'est là où c'est totalement indigne. La dignité n'est pas un privilège, la dignité n'est pas un cadeau, la dignité est un droit humain fondamental. Et c'est aussi le cas quand il y a une procédure de dépôt de plainte, comme ça a été le cas là, ces dernières 24 heures. Normalement, on envoie une convocation, bonne et due forme, c'est ce que la loi prévoit, et on attend que la personne se présente à cette convocation, qu'elle ait eu le temps de consulter un avocat, de prendre connaissance du dossier. On ne le traite pas comme un criminel, comme un vulgaire criminel. Et en tant que militant algérien, tout militant algérien doit être traité... Ben Halima qui avait été extradé, je rappelle, par l'Espagne, c'est ça? Oui, il a été extradé par l'Espagne de la même manière que Mohamed Abdallah, et qui se trouve dans la prison militaire. Ils ont été condamnés à la perpétuité, et leur procès, ils doivent passer encore en procès le 30 novembre. Donc, a priori, là, c'est la peine de mort qui serait peut-être Alors, requise. je rappelle, Assia, qu'il avait été extradé. Après, c'est des informations qui ont filtré, parce que à l'époque, il y avait Nasser el-Jen et Boulahia, le général Boulahia, qui était en Espagne, qui travaillait avec les services espagnols et qui avait réussi à convaincre certaines officines espagnoles qui avaient barre sur le politique pour extrader Ben Halima. Pour vous dire, hein, et vous nous apprenez aujourd'hui qu'il est en train de perdre la raison. Alors, Aïssa Rahmoun est avec nous, j'espère que cette fois-ci, c'est la bonne. Aïssa Rahmoun. Aïssa Rahmoun. Allô, oui. Vous m'entendez? Vous êtes au téléphone avec nous? Oui, 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 je vous entends Ce très serait bien. bien que vous soyez en visio, parce que c'est possible avec le téléphone et le visio en même temps. Vous êtes en visio, Je suis d'accord. en visio. Ah, très bien. Oui. Alors, Aïssa Rahmoun, d'abord votre sentiment comme ça, à chaud sur cette grosse surprise. Écoutez, Si Jamal, tout d'abord, bonsoir. Bonsoir, Madame Bichoud, et aux téléspectateurs qui suivent actuellement et qui sont très inquiets comme nous tous par rapport à la situation des droits humains, mais aussi à la liberté d'expression en Algérie. J'ai eu l'information et j'étais choqué. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, pour Saad Bouakba, le doyen, comme vous l'avez très bien dit, Si Jamal, le doyen des journalistes en Algérie, quelqu'un qui a vécu les années 60, 70, 80, 90, les années de Bouteflika, les années de la guerre civile en Algérie, il se retrouve aujourd'hui hauteur au sommet de ses 79 ans, parce qu'il a 79 ans, avec des maladies chroniques, maltraité de la sorte. L'article 123 du Code de procédure pénale, effectivement, dispose que le mandat de dépôt est une procédure d'exception, que la liberté est la règle, que la comparution, quand il y a des garanties de comparution pour un mis en cause par rapport à des faits, le mandat de dépôt est une exception. Force est de constater qu'en Algérie nouvelle,
le mandat de dépôt est devenu la règle et pas l'exception. Ça, d'une part. D'une autre part, il y a atteinte à la dignité humaine, il y a atteinte à l'intégrité morale et physique de Saad Bouakba, mais pas que Saad Bouakba. Souvenez-vous de l'Khabar Garbi al-Hmou. Souvenez-vous du traitement réservé aux militants du Raj. Souvenez-vous du cas réservé aux chouyours qui ont signé une lettre adressée au chef de l'État, comment qu'il se retrouve devant un tribunal criminel. Souvenez-vous des citoyens de l'Arba'ana Tiratan. Souvenez-vous des dirigeants politiques, je pense au secrétaire général du MDS, Fethi Gharras, comment qu'il était traité. Souvenez-vous de Qadi Hassan, de Khalid Drarni. La liste ne peut pas s'arrêter. Souvenez-vous aussi que le chef de l'État a orienté, ça me rappelle subitement les mêmes déclarations de Kais Saïd. Aujourd'hui, donc, j'étais dans un ascenseur émotionnel, émotif. Tantôt, j'ai accueilli avec beaucoup de satisfaction, beaucoup de joie et de bonheur la libération de Senia Dahmani en Tunisie. Et quelques heures après, je reçois l'information de l'incarcération de Saad Bouakba. Souvenez-vous de la déclaration de Kais Saïd à l'occasion du procès Ta'al-Mu'amara, du complot, contre des dirigeants politiques et des militants de la société civile, notamment mes amis, Kamal Jendoubi et Bouchra Hamida, les accusant et en orientant la justice, en leur disant que tous ceux qui vont prononcer la relaxe, que les magistrats qui vont prononcer la relaxe et l'acquittement, parce qu'il y avait un dossier des affaires de délit, mais sur fond d'affaires criminelles, sont des complices de ces terroristes. Souvenez-vous des mêmes déclarations de Tebboune, quand il a qualifié le Qadi Hassan et Drarni de Khabarji. C'est une orientation de la justice. Ça remet en cause l'indépendance de la justice. Souvenez-vous des déclarations de Tebboune. Et la présomption d'innocence. Et la présomption d'innocence, les déclarations de Tebboune contre le Samsal, Boualam, c'était la même chose, où il a orienté la justice vers un axe de travail, vers un jugement qui est déjà pris par le pouvoir exécutif. Donc, on se retrouve aujourd'hui dans cette Algérie nouvelle. Force est de constater que même Bouteflika, Chadli, ni Zarouane, ni Boumdien, ni Ben Bella n'ont pas fait autant de mal aux Algériens. Aujourd'hui, il n'y a plus de liberté d'expression. Aujourd'hui, il n'y a plus de liberté, il n'y a plus d'exercice de la citoyenneté tout court. Parce que l'exercice de la citoyenneté veut dire, une fois qu'on a 18 ans, qu'on a atteint l'âge pour voter, on peut s'impliquer dans la vie politique, on peut s'impliquer dans la vie citoyenne, on peut se constituer en association, on peut être un journaliste, un blogueur, un lanceur d'alerte. Et c'est ça qui crée justement une vie citoyenne. L'espace civique est atomisé en Algérie aujourd'hui. L'opposition, alors là, l'opposition, qu'est-ce qu'on va dire de l'opposition? L'opposition maison, elle existe bien sûr, mais tous ceux qui ont toutes les voix discordantes et tous les activistes de la société civile sont muselés jusqu'au point où aujourd'hui, nos amis, nos camarades en Algérie souffrent une chape de plomb et une peur s'est abattue sur tous les citoyens en Algérie. Alors là, qu'est-ce qu'on va dire? Des avocats, des magistrats qui veulent rester indépendants et libres dans l'exercice de leur profession, des journalistes, etc., etc., etc. Donc aujourd'hui, la situation est telle que le régime en place assure pleinement sa nature de régime dictatorial. Une déviation très grave d'un régime autoritaire vers un régime dictatorial assumé par le pouvoir politique est-ce que vous vous attendez à une réaction qui puisse être à la hauteur de cette transgression, de cette violation, de cette brutalité? Est-ce qu'il est possible qu'il y ait une réaction, disons, qui soit un peu à la hauteur de ce qui s'est passé pour M. Sansal,
ou alors ça va passer en perte et profit sans plus de bruit, puisqu'il n'a pas la chance d'être franco-algérien. Et question à vous personnellement, vous qui êtes membre fondateur et responsable à Riposte International et qui êtes aussi secrétaire général de la Fédération internationale des droits humains, est-ce que vous pensez pouvoir actionner à ces niveaux-là? Écoutez, si Jamal, à notre niveau, il est de notre mandat, il est de notre devoir, effectivement, d'alerter l'opinion nationale et internationale euh, sur ce cas précis qui est le cas Saad Bouakba. Mais moi, j'aimerais que les confrères de Saad Bouakba, s'il reste des journalistes dignes, s'il reste des journalistes qui ont dans leur conscience, dans leur esprit, le respect des doyens. On a cette éducation, on respecte nos doyens, on les défend, on les accompagne dans leur lutte. Parce que Saad Bouakba, il a éduqué des générations, plusieurs générations de journalistes. Moi, je m'attends et j'espère qu'une réaction des journalistes, du moins ceux qui restent comme journalistes indépendants, va venir très rapidement d'Alger. Et à travers cette réaction, ça va nous permettre effectivement de relayer, d'être les porte-voix justement des journalistes et de ce qui reste comme mouvement citoyen en Algérie. Après, à notre niveau, effectivement, à travers plusieurs mécanismes, à la IFIDH, nous avons le mécanisme de l'Observatoire, qui est un mécanisme conjoint entre la Fédération internationale pour les droits humains et l'Organisation mondiale contre la torture, l'OMCT. Donc, dans le cadre de l'OBS, on peut interpeller effectivement et les autorités algériennes, à savoir le ministre de la Justice. On l'a fait à plusieurs reprises sur des cas précis. Le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le chef de l'État, on les interpelle, ça d'une part, mais aussi l'opinion internationale et les institutions, que ce soit les institutions des droits humains aux Nations Unies, mais aussi le Parlement européen et les États membres. Ça, on le fait, c'est notre mandat. Il est de notre devoir, effectivement, de plaider la cause de Saïd Bouakba. Mais je m'attends à une réaction rapide et très forte des journalistes algériens. Très bien. Assia Guichaud, justement, comme vient de le souligner notre ami Maître Issa Rahmoun, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une réaction nationale et internationale à la hauteur de cette violation, de cette brutalité? Un homme âgé de 77 ans, le doyen des journalistes algériens, dont l'état de santé est vraiment très alarmant et qui vient d'être jeté en prison alors qu'il présente toutes les conditions de présentation. Et sur les réseaux sociaux et dans le pays, vous pensez que la rue va enfin pouvoir réagir, et pas seulement pour Saad Bouakba, pour tous ces centaines de militants qui croupissent dans les geôles infâmes de ce régime. Je crois que la formule n'est pas exagérée du tout quand on apprend que les détenus politiques attrapent la gale dans les prisons algériennes et qu'ils deviennent fous, qu'ils y perdent la raison. Oui, bon, déjà, Jamel-Din, je voulais préciser que Ben Halima n'a pas perdu la boule, hein, c'est-à-dire que quand il a eu la gale, sur le coup, c'était tellement difficile, on ne l'a pas laissé se soigner. Quelqu'un qui a la gale, il faut savoir que c'est extrêmement grave, hein, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous gratter, c'est très très pénible, et si vous n'êtes pas soigné, vous n'avez pas le traitement adéquat, ça peut vous rendre fou sur le coup, parce que vous ne pouvez pas vous empêcher de D'accord, vous merci de l'avoir précisé, parce que moi j'avais compris qu'il avait perdu la raison. Tant mieux alors pour lui, alhamdoulilah. Voilà, il n'a pas perdu la raison, mais sur le coup, c'est vrai que ça l'a rendu complètement fou. Entre-temps, bon, c'est passé, mais c'est un épisode qui pourrait revenir et qui touche énormément de prisonniers algériens, parce que vous savez, les prisons en Algérie sont totalement insalubres. Et c'est pas tout le monde qui a, comme on disait, la possibilité de prendre une douche par jour, même une douche par semaine.
Maintenant sur, la réaction internationale et nationale, Jamal el-Din, très sincèrement, si ce régime, pensait qu'il allait y avoir une réaction, de masse, il n'aurait pas, arrêté Bouarba. Parce que là, ce n'est pas Sansal, ce n'est pas un objet, de chantage ou un «otage», entre guillemets, avec lequel on va pouvoir, lancer des pourparlers diplomatiques, pour obtenir ceci, cela. Là, Saad Bouarba, il est algérien, c'est un journaliste. Voilà, pour eux, ça ne va pas intéresser l'opinion internationale, ce qui se passe à l'intérieur du pays. Il n'y a pas l'extrême droite qui va défendre Saad Bouarba ou qui que ce soit d'autre. À part des Algériens comme nous, comme disait comme disait Aïssa Rahmoun, justement, qui doivent se mobiliser, bien entendu, dénoncer, rapporter les faits, essayer de mobiliser au maximum auprès des ONG, auprès des associations, etc. Sur le plan national, je souhaite également qu'il y ait une mobilisation de la part des confrères journalistes de Saad Bouarba, qui est quand même un éveil parce qu'ils se rendraient peut-être compte que ça peut arriver à n'importe qui. On sait très bien que la presse aujourd'hui, le journalisme est totalement muselé en Algérie et que la plupart se sont alignés au discours du régime pour ne pas risquer des arrestations ou du harcèlement ou des poursuites. Mais bien entendu, la figure de Saad Bouarba est tout de même importante. Elle est, elle est établie, elle est reconnue, donc ça serait bien qu'il y ait une mobilisation générale de la part des autres journalistes. Assia Gishoud, ma chère amie que je connais si bien sur le terrain du Hirak, je sais ce qu'ont été vos efforts et votre force et votre présence. Mais si nous décidions à parler un peu vrai, quand vous dites les journalistes dont la plupart sont menacés, je suis au regret de vous contredire parce que la plupart des gens qui constituent cette corporation, et Dieu sait qu'ils sont très nombreux, qui sont beaucoup plus nombreux qu'ils ne devraient, hein, c'est quasiment de la pléthore, n'ont de journalistes que le nom. Ils n'ont pas défendu les leurs, Qadi Ihsan, Dararni, Abdelwakil Blam, connu pour sa grande intégrité, pour son incorruptibilité, qui croupit aujourd'hui en prison dans le silence le plus total. Mais il n'y a pas que les journalistes, pour dire les choses, et je m'excuse, hein, je ne m'érige pas en moralisateur. Toute la société civile, ou dite civile, ces partis politiques, ces associations de masse, ces organisations de défense des droits de l'homme, hein, qui ne sont pas comme était la LAD d'Ali Yahya Abdel-Nour, dont faisait partie notre ami qui est avec nous aujourd'hui, Aïssa Rahmoun, qui était une vraie ligue et qui a justement, et pour ça, été dissoute. Et ces militants, ces responsables, ces membres ont été contraints de fuir le pays, où ils sont partis demander l'asile politique, hein, comme Salah Dabbouz, comme Salah Rahmoun, et Saïd, notre ami Saïd, et j'en passe. Comment expliquez-vous, cher ami, cette apathie, ce débranchement, ce coma politique, cette extinction de la conscience politique dans la société algérienne? Je m'excuse de parler comme ça, mais je crois que le moment doit venir pour qu'on puisse parler comme ça et essayer de comprendre. Non, non, mais vous faites bien et je suis d'accord avec vous sur pratiquement la plupart de ce que vous venez d'énumérer. Maintenant, permettez-moi de garder tout de même toujours un espoir. Et c'est ce qui fait que le militant continue et qu'il ne fléchit pas. Et c'est cet espoir, c'est ça qui nous fait avancer.
On sait qu'on est en train de se battre contre des moulins et que la force de l'autre côté, notamment qui a été déployée depuis maintenant quelques années, hein, depuis le début du Hirak, où ils ont tout fait pour finalement terroriser les citoyens, cette force-là, elle est très importante. Et nous, en face, nous n'avons que la parole, nous n'avons que nos armes, c'est quoi? Nous sommes des pacifistes, nous avons, voilà, on peut s'exprimer chez vous, on peut s'exprimer en écrivant, en alertant, etc. Mais nous n'avons pas cette force. Maintenant, moi, j'ai toujours l'espoir qu'il y ait un éveil à un moment donné. C'est-à-dire ces journalistes, je pars du principe que ce sont des Algériens qui sont aussi spectateurs de ce qui est en train de se passer, même si ils subissent et ils se taisent. Mais à un moment donné, peut-être qu'il y aurait un éveil. On a cet espoir même au sein même du régime. Il y a certainement des bonnes consciences à un moment donné qui subissent et qui pourraient se dire stop, basta, ça suffit, il faut que ça change. Ils voient le Hagra, ils voient clairement que ça ne va pas, que ce régime va droit au mur, que les citoyens algériens sont totalement étouffés. Donc moi, pour moi, il est très important de toujours garder cet espoir et de se dire qu'à un moment donné, il pourrait y avoir un basculement. Même un Restez basculement avec de nous, leur... Assia Guichoun. Ah, Aïssa Rahmoun, après ce qui s'est passé ces années de Hirak, hein, où on est arrivé à des pics de 20 millions de citoyens dans les rues, selon les chiffres des alliés même du régime. Hein, ça n'en a pas toujours été 20 millions, mais chaque vendredi, chaque mardi, les rues algériennes, pour la plupart des villes, étaient pleines, bondées, d'une façon absolument militante, incroyablement civique. Il n'en est rien resté. Pire que ça, pire. Aujourd'hui, ceux qui occupent l'espace sont les Baltagia, sont les mercenaires du régime, les agents qu'ils rémunèrent, les journalistes du régime, les partis politiques du régime, ses alliés naturels, ils occupent tout l'espace. Et pire que tout, pire que toute la désinformation qu'ils véhiculent, il y a aussi leurs attaques contre quiconque ose revendiquer un état de droit, revendiquer la séparation du pouvoir, revendiquer une démocratie, la liberté de la presse, la liberté d'expression. Finalement, on est revenu encore plus en arrière qu'avant le Hirak. Comment pouvez-vous expliquer ça et quels sont les moyens possibles d'y remédier, Aïssa Rahmoun? Oui, si Jamal, c'est un constat, effectivement, c'est un constat qui est alarmant et qui nous interpelle tous. Le régime a opté pour la logique du tout sécuritaire et la politique de la terre brûlée. Et quand je dis la terre brûlée, ce n'est pas le fait de mettre le feu euh, dans les forêts, mais la terre brûlée, c'est aussi cette violence législative, cette violence judiciaire, cette violence politique, cette violence médiatique à travers les canaux et les chaînes de télévision très proches du régime. Donc aujourd'hui, le régime est dans une situation euh, de fascisme à l'extrême, diabolisant les voix discordantes, accusant de traître à la nation et au symbole de la révolution et atteinte à l'intégrité territoriale et politique de l'État, de main étrangère. Donc toutes les accusations sont mises à table, effectivement, pour se maintenir au pouvoir. Maintenant, est-ce que l'histoire de l'Algérie post-indépendance avait présenté les meilleurs moyens d'accéder au pouvoir par des voies pacifiques ou de quitter le pouvoir avec des voies pacifiques, sachant qu'on a une constitution. Et quand on a une constitution, il y a des mécanismes juridiques, des outils juridiques qui sont là pour réguler
et développer les relations entre le peuple et le pouvoir politique. Aujourd'hui, le pouvoir politique en Algérie, les vrais décideurs, confondent l'État au pouvoir politique. Pour eux, ils sont dans une logique, dans une double logique, et c'est vraiment un syndrome, c'est une maladie incurable, c'est des cas psychiatriques désespérés. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un système de fonctionnement où ils confondent l'esprit colonialiste à l'esprit du beylik, à l'esprit turc. Pour eux, il s'agit, la société algérienne, pour eux, ne sont que des habitants. Ils ne sont pas majeurs pour exercer leur droit à la citoyenneté, pour exercer leur droit à accéder au pouvoir et gérer les affaires de la cité. Pour eux, le peuple est débile. D'ailleurs, ils essayent de rendre le peuple débile à travers la culture et l'éducation. Ce sont deux chapitres ou bien deux investissements très importants. À telle enseigne que, parlant des droits humains au sens large du terme, ou des droits de l'homme au sens très restreint du terme, pour eux, c'est une innovation, c'est une création de l'étranger, ça ne peut pas s'adapter en Algérie. Par contre, la grande contradiction, ils oublient que dans la hiérarchie des normes en Algérie, les conventions et les pactes internationaux ratifiés, signés par l'Algérie et publiés au journal officiel sont supraconstitutionnels et que les normes constitutionnelles arrivent en deuxième lieu et en troisième lieu, on a la loi. Quand on fait appel, justement, nous, les militants, les avocats, les journalistes, les activistes, les hommes politiques qui restent dignes au respect des normes internationales, des conventions que l'Algérie a pourtant ratifiées, ils nous apprennent qu'on est sur une logique, sur une philosophie occidentaliste. Cette logique occidentaliste qui accepte le double standard, mais vraiment c'est quelque chose de kafkaïen. Revenons à l'essentiel. Déclaration du 1er novembre et la plateforme de la SOMAP. On ne va pas y aller, on ne va pas inventer le fil à couper le beurre, comme on dit. C'est les déclarations, c'est les documents les plus importants qui ont façonné l'Algérie après l'indépendance. Déclaration du 1er novembre, avec son esprit révolutionnaire, et la plateforme de la Soumam, qui est pourtant très claire en termes d'orientation politique, priorité du civil sur le politique, mais par contre, là où on est un peu piégé, désolé de le dire, priorité de l'intérieur sur l'extérieur, c'était le contexte de l'époque. Aujourd'hui, quand on s'aperçoit, et là c'est un appel à tous les amis de la diaspora, à tous les collectifs, les militants des droits humains, les activistes et les militants politiques de la diaspora. À l'époque, effectivement, il y avait une organisation politique qui était le FLN en Algérie. Et toutes les représentations diplomatiques ne pouvaient pas effectivement s'ingérer dans le combat qui était sur place, qui était dans les maquis. Donc il fallait inventer cette conception de la priorité de l'intérieur sur l'extérieur. Mais aujourd'hui, posons la question, où sont-elles ces voix? La Ligue, elle est dissoute. Le RAJ, idem. 24 associations nationales ont été dissoutes après le Covid. Il faut le rappeler, après le Covid. Des partis politiques leurs bureaux ont été scellés, interdits d'exercer leur citoyenneté. Aujourd'hui, je pense que l'un des salis qui peut venir pour la démocratisation et rentrer dans un processus de transformation politique en Algérie, c'est la diaspora. Pourquoi la diaspora? Il faut se décomplexer. On n'est pas des agents de l'étranger. On croit à l'universalité des droits humains. On croit à la démocratie. Comment reprendre ces espaces d'expression, notamment les réseaux sociaux, la presse,
la citoyenneté à l'intérieur du pays, la citoyenneté et l'éthique et la déontologie au niveau de la presse, des partis politiques. Comment faire pour remettre les choses en place pour que ce ne soit plus ces agents de la subversion qui sont payés par le régime avec l'argent des Algériens pour nous empêcher de parler. Regardez par exemple l'exemple de l'Magharibiya, cette chaîne qui était devenue la voix de l'Irak et qui avait été fermée à la veille, rappelez-vous, de la première élection de M. Tebboune sur intervention du système Gaïd Salah pour faire passer l'élection, et qui a été encore une fois réouverte, puis qui a été refermée à la veille du deuxième mandat, en mettant tout le paquet. Le dossier existe, l'affaire est en justice en France aujourd'hui, et elle semble s'acheminer vers rendre son droit à la chaîne El Magharibiya, parce que la justice française est indépendante du pouvoir politique. Mais comment faire? Aïssa Rahmouni, sera votre intervention avant de donner le mot de la fin à Assia. Comment faire de façon pratique pour essayer de remettre la citoyenneté, le militantisme, l'engagement politique sur le terrain de la revendication? Effectivement, c'est une question existentielle, si Jamal, et puis c'est une question assez pratique et pragmatique à la fois. Effectivement, aujourd'hui, quand on parle à l'occasion de plaidoyer, que ce soit aux Nations Unies ou au Parlement européen ou aux États membres de l'Union européenne, et l'Algérie, c'est pas une priorité. Pourquoi? C'est pas comme la Tunisie, c'est pas comme l'Égypte, et c'est pas comme la Syrie actuellement. C'est une question de priorité pour les États. L'Algérie, c'est le 4e pays fournisseur de gaz naturel, de gaz et d'énergie en direction de l'Europe. Et justement, il faut qu'on s'attable sur ces questions. Je vous raconte une anecdote. Ça s'est passé, ça fait 3-4 semaines au Parlement européen où nous avons rencontré le secrétariat du responsable de la Commission des droits de l'homme du Parlement européen, qui est un franco-marocain. Et en aparté, voilà, il nous informe que le président ne veut pas travailler sur le Maroc ni sur l'Algérie, malgré qu'il tweete des fois des posts sur l'Algérie et le Maroc, mais d'une manière assez timide. Il l'a fait pour le cas Tadjedit. Pourquoi? Il a peur du régime marocain, mais aussi il a peur du régime algérien. Et justement, notre rôle, c'est de décomplexer ces situations en direction de l'opinion internationale. Ça ne veut pas dire qu'on demande des interventions, c'est pas ça. C'est pour justement lever le voile sur ce qui se passe en Algérie. C'est qu'aujourd'hui, des citoyens ont peur. Aujourd'hui, des militants politiques ont peur. Des activistes des droits humains, des activistes du monde associatif ont peur. Une fois qu'on va arriver à avoir ces solidarités à travers les parlementaires, c'est très important. Les parlementaires, c'est les élus du peuple. Et puis, après, donc, c'est la construction politique. C'est à travers des débats qu'on arrive à éviter déjà à sortir déjà du carcan des années 90. Parce que là, c'est un problème assez important, surtout en diaspora. Dans la diaspora, il y a beaucoup qui sont dans l'esprit des années 90, entre éradicateurs et réconciliateurs, etc. Et qu'on n'arrive pas à avancer sur les questions les plus importantes. La construction d'un État de droit. Qui sont nos alliés réellement? Qui sont nos alliés? Qu'est-ce qui nous unit ensemble? C'est très difficile, effectivement, de répondre à ta question, à Jamal, mais la question, tu ne peux pas la trouver chez moi. Elle se trouve chez tout un chacun. Et si tout un chacun de nous arrive à faire cet effort intellectuel et pédagogique, nous pourrons arriver à quelque chose. Merci. Essa Rahmouni, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Assia Gchoud, ce régime a condamné M. Belrith parce qu'il s'est exprimé sur ce qu'il pense, lui, être l'histoire de ce pays
il a tort, il a raison. Normalement, on aurait dû lui opposer d'autres historiens, provoquer un débat public sur la question qu'il a conduit en prison. M. Bouaqba s'est exprimé sur ce qu'il pense, lui, de l'histoire du pays juste avant l'indépendance et après l'indépendance. Il a fait des révélations gravissimes. Il a tort, il a raison. Ça, normalement, c'est aux historiens de le dire, aux témoins qui sont encore vivants, mais le jeter en prison. Donc, quel que soit celui qui s'exprime sur l'histoire, d'un extrême à l'autre, la seule réponse du régime n'est pas de provoquer un débat public, mais de jeter les gens en prison. Les représentants du peuple dont vient de nous parler Issa Rahmoun, en fait, ce ne sont pas des représentants du peuple. Ce sont des gens, tous, issus de la fraude électorale et des calculs politiciens des clans par rapport à d'autres clans, des équilibres à l'intérieur du système. Tous. Cette histoire de Bouaqba, je mets ma main à couper que ça ne déclenchera pas de débat au niveau de la Chambre basse, encore moins au Sénat, dont le tiers est désigné directement par le président Tebboune. Donc, comment faire en la circonstance Asia Gchoud pour essayer de faire bouger les choses, pour essayer de titiller un peu cette citoyenneté potentielle qui croupit sous des couches successives de cendres et d'oubli? En fait, Jamal Den, il faut que chacun se sente porter cette responsabilité. Il faut que chaque citoyen sente la responsabilité qui lui incombe. C'est-à-dire que nous sommes tous concernés. L'Algérie, ce qui est en train de se passer actuellement, c'est-à-dire que ce régime incompétent emmène le pays droit dans un mur. Si les Algériens, si les citoyens ne voient pas le problème et ne se sentent pas concernés, ça ne changera pas. Par contre, Jamel, si vous permettez, parce que je sais que là, il reste que quelques minutes, j'avais un appel à lancer qui, pour moi, est extrêmement important. Est-ce que vous me permettez que je le fasse? Oui, bien sûr, je vous en prie, Asia. Oui, ça ne voilà, peut être qu'un bon appel. Ça ne peut être qu'un appel de Merci militante. beaucoup. Oui, c'est ça. En fait, j'aimerais vraiment lancer un appel qui est extrêmement important et très particulier. C'est un appel qui s'adresse aux avocats et aux défenseurs des droits de l'homme, en particulier en Algérie, parce que nous parlons souvent de figures médiatisées, mais il y a des dizaines de détenus d'opinion qui ne font pas la une, qui n'ont pas de relais et qui sont aujourd'hui totalement invisibles, presque oubliés. Et ces hommes vivent dans des conditions difficiles, parfois inhumaines, et ils n'ont qu'une seule protection possible, c'est la visite d'un avocat. Une visite, ce n'est pas symbolique, c'est vital pour ces gens-là. Lorsqu'un avocat entre dans une prison, les conditions s'améliorent, même temporairement. Les humiliations diminuent. Les détenus savent qu'ils ne sont pas abandonnés. L'administration sait qu'on surveille. Donc, chaque visite est un acte de protection. Chaque visite est un acte de résistance et chaque visite sauve un homme du silence. Je peux citer nommément Brahim Lalame, l'un des tout premiers jeunes du Hirak à avoir été arrêté en 2019. Aujourd'hui encore, il est bâilloté de prison en prison, arraché régulièrement à ses repères, déplacé tout le temps sans explication. Et aujourd'hui, il est dans la prison de Tlemcen. Alors, vous imaginez ce que ça signifie pour une famille de parcourir des centaines de kilomètres, trouver de l'argent pour les trajets, gérer l'angoisse, pour parfois arriver à découvrir qu'il a été transféré ailleurs. Donc c'est une torture psychologique pour lui, c'est une torture pour ses proches, et c'est exactement pour ça qu'il a besoin d'avocats présents, vigilants et constants. Donc Brahim Lalame a besoin que les avocats aillent lui rendre visite, même s'il est loin, mais il ne faut pas le laisser tout seul. Et je pense aussi à Malik Riyahi, Sofiane Rbei, Mohamed Abdallah. Vous savez que Mohamed Abdallah et Ben Halima, leurs avocats n'arrivent plus à les voir depuis des mois. On ne les laisse pas rentrer dans la prison militaire. On les empêche de leur rendre visite. Il y a Mustafa Kira, il y a des dizaines, des centaines
de détenus d'opinion qui n'ont pas de visibilité et qui méritent qu'on parle d'eux. Ce sont des hommes qui n'ont rien fait d'autre que de défendre la dignité, la vérité et la liberté. Ils n'ont pas eu les privilèges d'autres détenus, ils n'ont pas bénéficié d'attention médicale particulière, ni de conditions correctes, ni de traitement humain. Ils sont Merci. les oubliés volontaires du régime et c'est précisément pour ça que nous, il faut qu'on continue à en parler, qu'on ne les abandonne pas. Merci beaucoup, Jamil. Merci Assia Gueshoud, j'espère que votre appel sera entendu. Merci Aïssa Rahmoun, merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Bonne soirée. Décryptage par Jamaldine Benchenouf.